Dans cet épisode, nous allons voir une approche pour réduire les temps de changement de série. Lorsqu'on est confronté à la réduction des durées de changement de série, il y a une démarche en 5 points qui peut être utilisée. Le premier point, la toute première des choses, c'est de définir une méthode, c'est comment doit se réaliser un changement de série, c'est de fixer ses conditions, c'est d'allouer des ressources, c'est de le mettre sous forme d'un standard, de créer le mode opératoire ou la procédure qui fera foi et qui permettra aux différentes équipes de se caler sur ce mode opératoire afin que toutes et tous utilisent la même approche, utilisent les mêmes moyens pour parvenir à un changement de série. Le deuxième point important, c'est de définir un temps standard qui naturellement doit être cohérent avec le mode opératoire, c'est-à-dire que chaque fois que l'on va faire un changement de série qui est basé sur ce mode opératoire, sur cette procédure, eh bien typiquement le temps que l'on en attend est celui-ci. Le troisième point, c'est de mesurer, c'est au fil du temps, c'est de prendre les mesures à chaque changement de série pour pouvoir vérifier où on en est par rapport à ce temps standard. Est-ce qu'on le respecte, est-ce qu'on le dépasse ou est-ce qu'on fait mieux que le temps standard? Ceci nous amène au quatrième point, ou à la quatrième étape de cette démarche, qui est d'analyser les données récoltées. Ma préférence ou ma pratique va vers une courbe qui montre les écarts au temps standard. Donc typiquement, nous allons avoir un nuage de points qui va se répartir entre la ligne du 0, qui représente le respect strict du temps alloué, et on va constater les excursions en dépassement ou en réduction du temps mis pour faire le changement de série. Et au fil du temps, nous allons voir apparaître une courbe. On peut également utiliser une variante basée sur des histogrammes. Ça, c'est plutôt de la cosmétique. C'est au choix des analystes ou de ceux qui souhaitent communiquer autour de ces relevés. Notez que ceci est une excellente opportunité pour impliquer également les gens qui font l'action. C'est à eux de reporter les différents points, de reporter leurs performances. Naturellement, on attend que ce soit fait avec honnêteté et rigueur et discipline. On a réellement besoin de ce type d'analyse. Et bien entendu, il faut leur expliquer a priori ce que l'on cherche à faire, pourquoi on le fait et quelle est la finalité de cette action. Le fait de mettre en place une mesure de ce type et de la rendre publique et transparente, c'est généralement aussi la première étape d'une amélioration. Pourquoi? Parce que tous les comportements un petit peu, je ne veux pas forcément dire déviants dès le départ, mais qui ne sont pas tout à fait rigoureux ou qui prennent certaines largesses, il va y avoir des phénomènes d'autocorrection puisque maintenant il y a de la mesure et il y a un suivi qui va être fait. Donc personne ne veut être pris en défaut. Les personnels imaginent très bien que l'on va chercher, notamment en cas de dépassement, d'où ça provient. Et donc il y a un certain nombre de comportements qui vont se corriger par eux-mêmes. Alors, au fil du temps, on va amasser un certain nombre de données, on va pouvoir vérifier ce que donnent ces courbes, et c'est là qu'il faut rentrer en phase réellement d'analyse, et plusieurs cas sont possibles. Premier cas, qui est probable lorsque l'on met en place cette démarche, surtout si rien n'a été fait au préalable, c'est que les équipes se retrouvent en dépassement constant. Si l'on constate des dépassements qui sont quasi permanents, la première des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que le mode opératoire est respecté? Seconde question, le nombre de personnes affectées à ces opérations de changement de série sont bien comme c'était prévu pour pouvoir respecter le mode opératoire. Question subsidiaire, est-ce que ces personnels-là ont la compétence requise pour pouvoir procéder au mode opératoire? Il se peut très bien qu'on y affecte des débutants, des intérimaires qui ne connaissent pas correctement les opérations et qui vont fausser de ce fait la mesure. S'il y a un doute sur le nombre de personnes, sur leurs compétences, etc., le mieux, et ça devrait être une pratique systématique, c'est d'aller sur le terrain et d'observer ce qui se passe pour comprendre pourquoi il y a des écarts. La question suivante, c'est le mode opératoire tel que défini, est-il faisable?
Il est possible que le mode opératoire a été imaginé alors que des conditions ne s'y prêtent pas, soit des opérations n'avaient pas été anticipées, ont été oubliées, ou encore les conditions ont changé. Donc il faut vérifier est-ce que ce mode opératoire est exécutable dans le temps qui lui a été alloué et avec les personnels qui ont été affectés. Si l'on voit que le mode opératoire n'est pas exécutable en l'état, se pose la question, peut-on l'améliorer, peut-on revenir dans un standard qui permet également d'atteindre le temps qui a été fixé. A l'inverse, on peut se demander, est-ce que le temps alloué l'a été de manière trop sévère? Est-ce que on a été trop optimiste dans l'évaluation des temps, ou la technique même qui a été utilisée pour élaborer ces temps ne soit pas adéquate ou trop sévère, ou les personnels qui ont donné ces temps maîtrisent mal les techniques d'allocation ou d'estimation de temps et ce genre de choses. Donc vérifier si le temps alloué n'est pas trop sévère. Alors la sévérité du temps alloué, ce n'est pas non plus un appel à tout de suite ouvrir et à mettre plus de temps alloué qu'initialement prévu. Il faut vraiment analyser pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on avait prévu un certain temps et celui-ci semble difficile à tenir. Il ne faut pas non plus trop rapidement rouvrir ou réallouer du temps supplémentaire, puisqu'il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que les gens qui font les changements de série et qui se voient en dépassement permanent, est-ce que c'est un problème de mauvaise volonté? Il se pourrait que, par crainte d'être poussés à courir en quelque sorte ou à travailler plus vite qu'ils ne le souhaitent ou qu'ils ne le peuvent, les équipes vont ralentir volontairement pour démontrer que le temps alloué est trop sévère et donc obtenir en quelque sorte une espèce de marge. Donc il ne faut pas non plus se laisser entraîner dans ce type de phénomène un petit peu, ou de pratique un peu déviante. Pour cela encore, la bonne pratique, c'est d'aller observer les changements de série pour vérifier en quelque sorte quelle est l'allure que les personnels emploient pour tenir à la fois le mode opératoire et le temps qu'il y a été alloué. Alors que se passe-t-il s'il y a persistance de dépassement des temps alloués? Donc tous les changements de série prennent plus longtemps qu'il est prévu. Eh bien très probablement la planification va en être faussée puisque les personnels en charge de l'ordonnancement vont faire suivre les différentes séries en incorporant du temps pour les changements de série. Si on met beaucoup plus de temps qu'il n'est alloué et donc planifié, eh bien on va avoir une dérive au fil du temps, le planning ne sera pas tenable. Que faut-il faire si on est en dépassement permanent? Eh bien, il faut améliorer les opérations, il faut soit ajouter des ressources si elles sont moindres que ce que prévoyait le mode opératoire, ou encore réaugmenter le temps standard si vraiment on a été beaucoup trop sévère. Le cas inverse, c'est les temps de changement de série sont beaucoup plus courts que prévu, et ceci de manière constante. La première des questions, là encore, c'est le mode opératoire est-il respecté? Car il se pourrait que, voulant bien faire, les personnels trouvent des raccourcis, voire ne font pas exactement tout ce qui est prévu de faire, et ceci peut être particulièrement important pour garantir la qualité, ou alors dans les contextes réglementés, eh bien, il y a des opérations qui sont obligatoires puisque les normes ou les règlements demandent un certain nombre de choses, et si ce n'est pas fait, c'est un manquement grave à la procédure. Deuxième question, les personnes sont-elles au nombre prévu? Si ça se trouve, eh bien, il y a des personnels surnuméraires qui permettent effectivement de raccourcir le changement de série, mais ce n'est plus comme c'était prévu. Donc soit on revient au nombre de personnes tel qu'il a été défini, soit il faut réajuster le temps standard. À propos du temps standard dans ce cas-là, puisqu'on arrive à faire mieux que ce qui était alloué, on peut se demander est-ce que ce temps standard n'a pas été alloué de manière trop généreuse dès le départ? Et donc il est trop facile à atteindre en quelque sorte. Autre question, c'est le mode opératoire finalement tel qu'il a été prévu, la procédure telle qu'elle a été prévue. Eh bien, les équipes ont peut-être trouvé une autre manière de faire qui est globalement plus performante. C'est une meilleure pratique potentiellement, sauf que il faut quand même vérifier que tous les points qui sont listés dans le mode opératoire sont bien couverts. Là encore, attention aux raccourcis.
surtout dans les domaines qui sont réglementés, ou s'il y a un risque pour la qualité, la sécurité. Il y a des choses que l'on ne peut pas omettre, donc c'est pas tout d'aller vite, encore faut-il faire tout ce qui est prévu. Une bonne performance qui permet d'aller plus vite que prévu constamment, ça peut sembler une bonne nouvelle, mais il y a quand même une question à se poser, c'est si on recale le mode opératoire et les temps standards sur cette nouvelle meilleure pratique, est-ce que toutes les équipes, tous les individus seront capables de l'atteindre? Est-ce que ce n'est pas le fait de quelques individus uniquement ou d'une équipe qui aurait une motivation particulière ou un savoir-faire vraiment au-delà des autres, et donc on ne peut pas répliquer aussi facilement sur l'ensemble des équipes. Si l'on constate des temps plus courts en permanence, et si on laisse en l'état, quelles sont les conséquences potentielles? Là encore, au niveau de la planification, c'est quelque chose qui ne sera pas vu, puisque éventuellement les équipes vont enchaîner les tâches ordonnancées plus rapidement que prévu, mais la planification dans un premier temps, va l'ignorer et donc on n'exploite pas cette opportunité qui est finalement d'ordonnancer avec des temps plus courts que ce qui a été prévu. Les actions à engager lorsque l'on constate que la performance des changements est meilleure que ce qui a été prévu par le mode opératoire et les temps standards, c'est naturellement d'exploiter au bénéfice d'une meilleure flexibilité. Ça veut dire qu'on pourra changer plus souvent sans pénaliser la production. Mais là encore, attention, bien vérifier que toutes les opérations requises sont bel et bien effectuées. Finalement, lorsque l'on arrive à faire mieux que le standard, eh bien, il faut recaler non seulement le mode opératoire, mais il faut aussi réduire le temps standard pour qu'il colle à la réalité. Et comme ça, on verra une meilleure adhérence entre ce qui est prévu dans le temps standard et la performance réelle lors des changements de série. Troisième cas que l'on peut constater à l'analyse de ces séries temporelles, c'est la variabilité. La variabilité, c'est des points qui sont erratiques, ou des courbes qui vont se montrer erratiques, et aucune constance, pas réellement de tendance, on est bon, on est mauvais, il y a quelques séries qui sont bien changées, d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc là, il y a des questions à se poser. Première question à se poser par rapport au temps standard et au mode opératoire défini, a-t-on pris en compte toutes les typologies de changement de série? Lorsque l'on passe d'un produit à un autre, est-ce qu'on a bien pris en compte qu'il y a des choses particulières? Et d'une série à l'autre, il y a peut-être des spécificités qui font que, eh bien, on ne peut pas avoir un temps standard unique, il faut réellement le pondérer en fonction de certains éléments qui peuvent être la difficulté, qui peuvent être des ajustements supplémentaires, des tâches supplémentaires, etc. Deuxième question à se poser, a-t-on des équipes différentes? Et si oui, est-ce que ces équipes différentes ont des niveaux de compétences qui peuvent être différents? Auquel cas, ça peut expliquer pourquoi on a de la variabilité. Est-ce qu'on peut avoir des phénomènes de motivation qui sont différentes selon les différentes équipes? Pourquoi pas? Si ces équipes travaillent de manière postée, est-ce qu'il y a des phénomènes de nuit ou de week-end qui peuvent expliquer qu'on a des performances différentes, là où en général il y a moins de perturbations, mais aussi moins de management qui est présent sur le terrain? Et finalement, toujours lorsque l'on cherche les causes possibles des variations sur différentes équipes, eh bien c'est aussi de se poser la question, est-ce que toutes ces équipes respectent bien le mode opératoire? Donc encore une question à se poser lorsqu'on est sur ces problèmes de variabilité, y a-t-il eu un changement de standard récent? Et auquel cas, c'est peut-être un phénomène de courbe d'apprentissage. Il faut attendre que se stabilisent les performances autour du nouveau mode opératoire et du temps standard. Il faut vérifier si une aide est requise pour pouvoir stabiliser au plus vite. Donc en présence de variabilité, quelle est l'action requise? Eh bien, ce qui est conseillé de faire, c'est de se caler sur la meilleure performance qui devient de fait le benchmark, toujours avec la précaution de vérifier que toutes les opérations prévues sont bien effectuées. Et ensuite, il faut amener l'ensemble des équipes à ce niveau de performance. Le dernier cas que l'on peut rencontrer lorsque l'on analyse des séries temporelles sur les durées de changement de série, c'est de constater une dérive, et une dérive évidemment qui va en dépassement du temps standard, autrement ce serait de l'amélioration continue. Donc si l'on voit une dérive qui va prendre plus de temps constamment que ce qui est alloué,
et on voit qu'au fil du temps cela augmente, la question à se poser c'est qu'en est-il de la discipline et de la rigueur? Est-ce que l'on respecte bien au niveau des équipes ce qu'il est prévu de faire? Et donc, si on a un soupçon, bien sûr, il faut aller observer. Et si cela se confirme, qu'il y a un problème de discipline et de rigueur lors des changements de série, c'est évidemment un problème de management. Donc, il faut que le management soit présent, fasse œuvre de pédagogie d'abord, vérifie s'il faut motiver, il faut contrôler, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut faire un travail de management. Deuxième question qu'il faut se poser lorsqu'on est face à des problèmes de dérive, c'est a-t-on perdu des compétences au fil du temps? Il se peut que certaines personnes ne soient plus dans l'équipe, ou aient été mutées, ou peu importe. Si des compétences ont effectivement été perdues, eh bien, il faut voir si de nouvelles formations sont requises ou si des remises à niveau sont nécessaires. Autre question à se poser, est-ce qu'il y a eu de nouveaux produits mais qui restent encore avec les temps de changement et les modes opératoires anciens, et on voit qu'il n'y a plus d'adéquation entre ce qui était prévu et ces nouveaux produits. Y a-t-il eu des changements sur un certain nombre d'autres produits ou sur des séries? Ça peut être aussi des actes documentaires qui sont plus nombreux, et donc est-ce que le mode opératoire est toujours en adéquation avec les opérations qui sont requises? Au final, lorsque toutes ces étapes ont été passées et que l'on a bien stabilisé les temps de changement de série à un certain point, donc idéalement on devrait se trouver très proche de la ligne du zéro si on emploie la méthode que moi-même j'emploie régulièrement. Lorsque l'on est stable dans la performance, ce qu'il faut essayer de faire avec des techniques qui peuvent être celles de SMED, les changements rapides de série, c'est d'essayer de réduire ces durées, puisque l'on veut gagner en flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer plus fréquemment, mais sans perdre de temps et sans pénaliser la production. Donc c'est en comprimant les temps de changement de série qu'on va y arriver. Lors des améliorations, lorsqu'on arrive à réduire les temps de changement de série, la ligne du zéro finalement reste la même. C'est là-dessus qu'est calé le temps standard. Simplement, il ne faudra pas oublier qu'une diminution de temps de changement de série va en quelque sorte changer l'échelle sur laquelle on va mesurer les écarts. Et donc si l'on voit à nouveau des écarts par rapport à cette ligne zéro, ne pas oublier qu'on vient juste de réduire les temps standards. Et donc il n'est pas étonnant éventuellement que l'on se retrouve en dépassement et que l'on retrouve également des phénomènes de variabilité. Et bien simplement il faut stabiliser au plus vite sur le nouveau temps standard pour se rapprocher de cette ligne du zéro. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit signe dans ce sens. Merci pour votre intérêt, votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.